Les démences, un phénomène expliqué par les neurosciences. 47 millions de personnes dans le monde sont atteintes de démence. Chaque année, 7,7 millions de nouveaux cas apparaissent principalement dans la population âgée. Ce syndrome, altérant les fonctions cognitives de façon plus importante que lors du vieillissement normal, est généralement chronique ou évolutif. Celui-ci a des conséquences au niveau psychologique et physique chez la personne atteinte, ainsi que des conséquences au plan social et économique. Par le fait même, selon la Société d'Alzheimer du Canada, en 2008, le fardeau économique causé par les démences s'élevait à 15 milliards de dollars. Ainsi, la démence englobe tous les troubles caractérisés par le déclin progressif du fonctionnement cognitif. La présentation suivante abordera 5 types de démence, soit la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire, la démence frontotemporale et la maladie de Pick, la démence associée à la maladie de Parkinson et la démence à corps élevé. Elle traitera aussi des causes neurologiques, du traitement et du rôle de l'ergothérapeute. L'Alzheimer est une maladie dégénérative et irréversible. L'apparition de ce type de démence est due à plusieurs facteurs, les causes étant multifactorielles. Le facteur de risque le plus important est le vieillissement. La maladie d'Alzheimer pourrait également s'expliquer par des facteurs génétiques dont la mutation du gène de la polypoprotéine qui sert au transport du cholestérol. Un de ces allèles, l'ApoE4, accélérerait la formation d'amyloïdes et de plaques séniles, ce qui contribue à la maladie. De plus, les gens ayant eu des traumatismes crâniens sont plus susceptibles de développer cette démence et le risque augmente avec la sévérité de la blessure. Il semblerait également que cette maladie commencerait par des dommages aux vaisseaux sanguins. Ainsi, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, l'hypertension systolique, les AVC et les mini-AVC sont tous des facteurs de risque pour cette démence. L'Alzheimer serait causé par une atrophie générale du cerveau. Les zones les plus touchées sont l'hippocampe et le lobe temporal interne. De plus, il existe des changements neuropathologiques propres à la maladie d'Alzheimer. Ainsi, au niveau cellulaire, les neurones perdent leur efficacité. Tout d'abord, des dégénérescences neurofibrillaires constituées de la protéine Tau devenue anormale viennent affecter les neurones. La protéine Tau perdrait alors sa capacité à soutenir les microtubules et, par le fait même, l'apport en nutriments et en neurotransmetteurs. L'effondrement du système de transport dans la neurone provoquerait sa mort par la suite. L'installation de plaques séniles à l'extérieur des neurones joue aussi un rôle. Elles sont insolubles et sont constituées de protéines appelées bêta-amyloïdes, protéines augmentant l'entrée du calcium dans les neurones, dont l'accumulation interférerait avec les connexions synaptiques et contribuerait à la mort des neurones. L'accumulation de ces protéines semblerait commencer une quinzaine d'années avant qu'apparaissent les symptômes de déclin cognitif. Il y a des stades de dégénérescence associés à la protéine Tau qui se développent en suivant une séquence précise d'atrophie de certaines régions du cerveau. En effet, au stade léger, c'est premièrement le cortex transentorhinal, puis le cortex entorhinal et finalement l'hippocampe qui sont touchés. Il s'agit principalement de fonctions mnésiques, c'est-à-dire la mémoire. Au stade modéré, l'atrophie sera en cortex temporal et va affecter les fonctions associatives du cerveau, notamment les fonctions liées au cortex préfrontal. Au stade avancé, tous les cortex sont touchés, mais parfois le cortex moteur et le cortex visuel sont épargnés. L'apparition de déficits cognitifs multiples et l'altération de la mémoire sont inévitables. Les personnes atteintes ont au moins une perturbation cognitive, que ce soit l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie ou encore la perturbation des fonctions exécutives. L'évolution de la maladie est caractérisée par un début progressif et un déclin continu. Plusieurs signes sont précurseurs de la maladie, dont la désorientation, les changements d'humeur et de comportement, les problèmes de mémoire, le jugement amoindri ainsi que les problèmes de langage. Au Canada, la démence vasculaire représente environ 20% de tous les cas de démence et c'est la deuxième plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. Cette démence est causée par la détérioration des vaisseaux sanguins. Le cerveau reçoit donc un pauvre approvisionnement en oxygène et en nutriments, d'où le déclin du fonctionnement cognitif. Les manifestations de cette démence sont plutôt hétérogènes et se traduisent par une perte d'intérêt, de la motivation, d'initiative et d'un trouble de l'affect. La démence vasculaire se développe très souvent après une série de mini-AVC. Par le fait même, les facteurs de risque de cette démence sont l'âge, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète et les problèmes cardiaques. La présence de troubles de l'humeur semble annoncer le début de cette démence. La démence vasculaire se développe rapidement et suit une évolution par paliers avec des pics de détérioration et des périodes stables. Les personnes touchées par cette démence sont plus sujettes à la dépression et les idées délirantes. Son développement est plus rapide que celui de la maladie d'Alzheimer, bien que la perte de mémoire progressive soit moindre. Les deux maladies peuvent également coexister. Les déficits cognitifs incluent des difficultés d'attention, de jugement, des troubles de la parole, des troubles de l'orientation spatiale et un déclin progressif de la mémoire. Il est à noter que le langage reste conservé malgré les troubles de la parole. Les personnes atteintes de cette démence souffrent aussi d'anomalies neurologiques comme des troubles de la déglutition, l'incontinence, des pleurs ou des rires soudains, de la faiblesse dans un membre ou encore une paralysie du visage. La dégénérescence frontotemporale et la maladie de Pick. Les démences frontotemporales, aussi appelées DFT, constituent un groupe de maladies neurodégénératives dans lesquelles on retrouve les troubles de comportement et du langage causés par une détérioration intellectuelle. Les causes de la DFT demeurent encore inconnues,
mais plusieurs mécanismes impliqués ont été identifiés. Les lobes frontal et temporal du cerveau sont endommagés et les neurones dans ces régions dégénèrent et finissent par mourir. Dans la majorité des cas, une accumulation de protéines toxiques dans les neurones provoque les lésions au cerveau. De plus, les DFT pourraient être dus suite à l'accumulation de protéines tau, aussi nommées corps de Pick. Ces corps provoquent le gonflement puis la dégénérescence des neurones. Il s'agit ici de la maladie de Pick. Enfin, le dernier sous-type de la DFT, on ne retrouve aucune lésion. Toutefois, les neurones dégénèrent et mènent à l'atrophie cérébrale. De plus, les DFT découlent des troubles du comportement et de la personnalité comme l'apathie, l'impulsivité, la désinhibition et la négligence physique. Les DFT se démarquent également par des troubles du langage importants que l'on peut qualifier d'aphasie progressive ou de démence sémantique. Souvent, les malades feront de l'écholalie et ne parleront plus dans un stade avancé. La mémoire et l'orientation spatio-temporelle sont souvent préservées, et ce plus particulièrement au stade initial. Les personnes atteintes sont aussi en mesure de conserver plus longtemps leur autonomie. La prévalence des DFT augmente avec l'âge. Au Canada, elle représente environ 5% des maladies cognitives. Elle survient souvent entre l'âge de 50 et 60 ans et peut toucher autant les hommes que les femmes. La démence associée à la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson n'est pas une démence à proprement dit, mais près de 30% des personnes atteintes de Parkinson vont souffrir de symptômes de démence. L'atteinte cognitive est due à une perte de neurones dans le corps strié et s'apparente aux symptômes dans la démence à corps de Lewy. Le Parkinson serait lié à la diminution de cellules dans la substance noire qui est responsable de la production de dopamine. Cette diminution entraîne de façon directe une difficulté à initier les mouvements, soit la kinésie, et l'augmentation relative d'acétylcholine amènera des tremblements. Il y a présence de déficits cognitifs au niveau de la résolution de problèmes, de la planification, de l'attention, de la mémoire, de l'adaptation, de l'organisation, des habiletés visuospatiales et le jugement associé au sens de l'orientation est altéré. La démence à corps de Lewy est progressive. À elle seule, elle provoque 15 à 20% des démences chez la population gériatrique. Cette démence est caractérisée par une perte progressive de la mémoire et du langage, sans oublier une altération du raisonnement. Des dépôts anormaux d'alpha-synucléine, appelés corps de Lewy, se trouvent dans les neurones et déclenchent les déficits cognitifs en limitant la transmission de l'influx nerveux. Les corps de Lewy peuvent se retrouver à deux endroits, dans la substance noire où les symptômes ressembleront au Parkinson ou dans le cortex provoquant des symptômes semblables à l'Alzheimer. Ainsi, cette maladie peut coexister avec le Parkinson ou l'Alzheimer. Les personnes atteintes présentent des épisodes d'hallucination et de confusion ainsi que des troubles s'apparentant à la maladie de Parkinson comme la raideur musculaire et des tremblements. Or, cette démence n'est pas due à un déficit en dopamine. En fait, les causes de la démence à corps de Lewy sont inconnues. Il n'existe pas non plus de traitement. Il est important de savoir que les personnes atteintes de cette maladie peuvent réagir très négativement aux médicaments qui traitent normalement le Parkinson et l'Alzheimer. En date d'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement connu. La réduction des risques ainsi que la prévention sont les meilleures façons de freiner cette maladie. Cela consiste à diminuer les risques de problèmes cardiovasculaires en adoptant certaines habitudes et ou lignes de conduite. Comme par exemple l'arrêt du tabac, suivre le traitement recommandé pour les personnes atteintes de diabète ou de maladies cardiaques, faire un contrôle de la tension artérielle, faire de l'exercice régulièrement et avoir une alimentation équilibrée. En plus des traitements préventifs, il est possible de combiner certains traitements pharmacologiques. Ces derniers visent à diminuer les déficits cognitifs afin de permettre un meilleur fonctionnement de la personne atteinte. De plus, cela permet également de diminuer les problèmes de comportement en lien avec l'évolution de la maladie. Les services de plusieurs professionnels sont aussi offerts afin de diminuer les manifestations symptomatiques. Par exemple, l'orthophoniste lorsque la personne a de la difficulté à parler, le physiothérapeute lorsque la difficulté à bouger se fait ressentir, un travailleur social afin d'aider et soutenir la famille et les proches aidants, et l'ergothérapeute. En ce qui a trait à l'ergothérapeute, son rôle est d'abord et avant tout d'évaluer les habiletés fonctionnelles du client au départ ainsi que tout au long de l'évolution de la maladie. L'ergothérapeute évaluera la capacité du client à s'engager et à exécuter différentes activités de la vie quotidienne et domestique, en plus de certaines activités signifiantes pour ce dernier. On parle alors des domaines de l'occupation, des soins personnels, de la productivité et des loisirs. Si la personne est peu active dans son quotidien au départ, la dégénérescence peut se faire ressentir plus rapidement. Il est alors important de stimuler la personne atteinte à rester active le plus longtemps possible. Certaines activités peuvent être même proposées pour lui permettre de travailler le plus possible ses capacités cognitives comme le jugement et la résolution de problèmes. Au fur et à mesure que la maladie progresse et que les incapacités se font ressentir, l'ergothérapeute adaptera et compensera la complexité des tâches ainsi que l'environnement de la personne afin qu'elle puisse rester autonome le plus longtemps possible et qu'elle puisse s'engager de façon adéquate et sécuritaire dans ses occupations.
Lorsque la maladie est rendue à un stade avancé et que l'autonomie et la sécurité du client sont compromises, l'ergothérapeute, en collaboration avec d'autres professionnels, peut recommander une relocalisation où plusieurs services adaptés aux clients peuvent être offerts. Les ergothérapeutes peuvent aussi faire de l'enseignement aux proches en plus d'offrir du support afin de faciliter leur rôle d'aidant. Il est démontré par certaines études que ces derniers ressentent alors moins le fardeau et se sentent moins déprimés suite à quelques séances d'ergothérapie. En conclusion, la démence est un terme que l'on peut comparer à un parapluie puisqu'il englobe toutes les conditions neurologiques affectant les fonctions cognitives comme la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire, la démence frontotemporale et la maladie topique, la démence associée à la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. Puisqu'il s'agit généralement de symptômes progressifs, le diagnostic d'une démence affecte de façon importante tous les gens qui y sont concernés. Certaines personnes sont aussi diagnostiquées avec des démences mixtes, c'est-à-dire qu'elles souffrent de dysfonctions cognitives ayant de multiples causes. À ce jour, il n'existe aucun traitement connu contre les démences, mais la prévention, les traitements pharmacologiques et le soutien des professionnels de la santé comme les ergothérapeutes sont toutes des pistes de solutions pour obtenir le meilleur niveau de fonctionnement possible. En terminant, les proches aidants sont d'une grande importance pour offrir une qualité de vie et tout leur amour à la personne atteinte de démence.